Quand j'y suis allée, il y avait un des habitants de ce bidonville qui est venu me voir et qui m'a dit « Voilà, j'ai un message pour toi. Si tu ne pars pas maintenant, ils vont revenir te chercher et cette fois, ils te jetteront en prison. » Être journaliste indépendant et faire de l'enquête dans un pays étroitement contrôlé par la police. C'est le pari fait par Hasna Belmeki il y a maintenant une quinzaine d'années. Un pari audacieux car cette consoeur franco-marocaine aurait pu choisir la France pour exercer son métier de reporter, plutôt que de se confronter au système du Marzen, le tout-puissant État marocain. Ce n'est pas facile tous les jours, mais nous allons voir qu'Hasna a quelques atouts dans sa poche. Dans ce podcast, nous allons essayer de nous mettre dans la peau d'une journaliste d'investigation en Afrique. Ce podcast vous est proposé par Samsa Africa, qui accompagne celles et ceux qui racontent l'Afrique qui bouge. Un podcast produit avec le soutien d'Internews, République démocratique du Congo. Bonjour, je m'appelle David Servenet, je suis moi-même journaliste enquêteur, mais aussi formateur. Et pour ce nouvel épisode, nous partons au Maroc, un pays où faire de l'enquête relève de l'acrobatie de haut vol. Car comme le dit Hasna Belmeki, il y a au royaume alawite au moins 3 lignes rouges à ne pas franchir. Le roi, la religion et la question du Sahara occidental. Malgré ses allures modernes et développées, la monarchie marocaine est l'un des régimes africains qui contrôle le plus les médias indépendants. Au classement 2021 de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse, il occupe la 136e place sur 180 pays. Ce contrôle sur la presse est donc à la fois très efficace et très subtil. Je m'appelle Hasna Belmeki, je suis journaliste indépendante. Je vis maintenant entre le Maroc et la France. Je m'intéresse à la migration en général, mais plus particulièrement aux migrants subsahariens qui transitent par le Maroc pour rejoindre l'Europe. Je collabore avec plusieurs médias, je fais de la radio, du multimédia. J'ai aussi travaillé pour des magazines et auparavant pour la télévision. Si Hasna Belmeki se passionne pour la question des migrants, c'est que le Maroc est sur le continent l'une des plaques tournantes des filières migratoires clandestines. Ces filières, Hasna les connaît bien car elle va régulièrement dans des lieux cachés, là où les candidats à l'exil essaient d'échapper au regard des autorités. J'étais partie à la rencontre d'une population qui vit dans la forêt à une 50aine de kilomètres de Rabat. Donc c'est une population très pauvre qui n'a pas les moyens de vivre en ville, donc qui se retrouve dans la forêt. Ils sont dans un village qui s'appelait Douarmika. En Darija, ça veut dire le village de plastique. C'était des habitations faites de plastique ou d'autres faites de terre et de paille. Et ces gens, j'étais partie les rencontrer parce qu'ils se sont mobilisés, parce que le Marzen, ce qu'on appelle Marzen, c'est le gouvernement, l'État, avait commencé à détruire des maisons en leur promettant de les reloger. Et ces gens n'avaient pas été relogés. Donc, cette population a commencé à se mobiliser pour éviter qu'on rase les maisons qui restent. Et là, j'ai découvert une population, il y avait à peu près 2000 personnes, des vieillards, des enfants, des adultes. Et j'ai été étonnée parce que c'est vraiment une population qui était abandonnée, c'est-à-dire les couples n'avaient pas de contrat de mariage, les enfants n'étaient pas inscrits au registre des naissances, ils n'étaient pas scolarisés. C'était vraiment une population abandonnée qui a commencé à se mobiliser. J'y suis allée à 2 reprises. J'ai eu quelques difficultés quand même quand je suis allée là-bas parce que j'avais été arrêtée une première fois, mais j'y suis retournée. Après la publication de ce papier, ces gens ont eu plus de droits puisqu'ils ont été inscrits, les enfants ont été inscrits sur les registres, donc ça veut dire ils étaient reconnus, ils pouvaient aller à l'école. Idem pour les gens qui étaient mariés. Ils étaient toujours pauvres, mais on n'a plus rasé les maisons. Donc ça, c'était en 2013. Et depuis, ce village a été rasé et ces gens sont partis vivre ailleurs, J'avais l'impression d'avoir fait quelque chose d'utile. Issue d'une famille franco-marocaine, Hasna a grandi en France, dans le sud-ouest, et elle a découvert sur le tard la profession de journaliste après des études un peu chaotiques. Je me suis toujours intéressée à l'actu, c'est quelque chose qui me passionnait. Mais au début, je me disais non, en fait, je pense pas que ce soit accessible. J'ai intégré la fac, j'étais partie en fac d'histoire.
Et puis, je me disais, surtout en arrivant sur les bancs de la fac, je me suis dit, punaise, ça va me mener à quoi, en fait ça... Je suis partie dans un journal. Alors, à l'époque, j'habitais à Pau. Et j'ai demandé, donc c'est un journal, la PQR, quoi, qui s'appelle La République des Pyrénées. Et j'ai demandé si je pouvais faire un stage. Et on m'a dit OK. J'ai fait un stage de 3 semaines. Et là, je me suis dit, ouais, non, il faut que je tente une école, il faut que je tente un concours. Et donc, j'ai tenté une première fois l'école de Bordeaux. J'ai vu comment ça se passait, quoi. Et puis, la deuxième fois, voilà, j'ai retenté et je l'ai eu. La France ou le Maroc ? Quel terrain choisir lorsque l'on commence à faire ses armes dans une rédaction ? Asna hésite et finalement, c'est la curiosité professionnelle qui l'emporte. Mon mémoire de fin d'études, à l'UT de Bordeaux, j'avais choisi le Maroc. Je voulais faire un sujet sur le Maroc. On m'avait un peu dissuadé, on m'avait dit non, mais tu te lances vraiment dans un truc hyper compliqué. Il faut plutôt faire quelque chose ici, en France, et puis tu verras après. Et puis bon, quand même, j'y suis allée. Et puis, j'ai intégré France 3. Je suis restée quelques mois. Et là, je me suis dit, ou je m'installe dans un confort, ou je pars maintenant. Et donc, je suis partie en 2006. J'ai quitté Lyon. Et puis, je suis arrivée ici. Et puis, un mois après, voilà, j'ai intégré une télé qui était au début franco-marocaine. Et qui, au fil du temps, au bout de quelques années, 2-3 ans, est devenue marocaine, quoi. C'était vraiment une expérience intéressante parce que j'ai découvert, en fait, quelque part, les coulisses de la propagande, quoi. Petit à petit, Asna Belmeki découvre les rouages des médias d'État et ce qu'elle appelle son système de propagande. Un apprentissage qui va lui servir à comprendre les limites posées par le pouvoir marocain à la liberté de la presse. Quand je suis arrivée au Maroc, j'avais une idée, parce que c'est vrai que dans la fin des années de règne de Hassan II, il y avait eu une certaine ouverture dans la liberté de la presse. Il y avait des journaux comme indépendants. Je me suis dit, tiens, la démocratisation, elle est en marche, il y a des choses à faire et tout ça. Et puis bon, donc je suis arrivée en 2006. Et puis bon, rapidement, j'ai réalisé que l'ouverture qui s'était créée donc, au début des années 2000, quoi, très vite, ça s'est refermé. J'ai passé quelques années dans une télé d'État, hein. J'ai fini par quitter cette télé parce que j'en pouvais plus, quoi. C'était vraiment très difficile. Les conditions de travail n'étaient pas évidentes. Je suis repartie en France et puis il y a eu le printemps arabe. Et puis au printemps arabe, je suis revenue pour voir ce qui s'y passait, quoi. Avec la révolution tunisienne de 2011 qui marque le début des printemps arabes, Asna pense que le jeu va s'ouvrir, que le Maroc ne va pas échapper au vent de l'histoire qui souffle dans la région, que les médias vont enfin se libérer. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé un peu parce que quand il y a eu le mouvement du 20 février, sur les réseaux sociaux, Internet, il y a eu pas mal de prises de parole, il s'est passé beaucoup de choses. Et puis bon, très rapidement, le régime a mis les outils en place pour réprimer et freiner ces voix qui commençaient à se faire entendre, quoi. Dans la peau d'une journaliste d'investigation en Afrique. Les 3 lignes rouges, c'est la monarchie, la religion et donc l'intégrité territoriale, donc à savoir le Sahara. C'est des lignes intouchables, c'est-à-dire si on écrit sur ça, on est passible de prison en fait. Et puis il y a une autocensure, vraiment, les journalistes n'écrivent pas sur ça, on ne peut pas. Même sur d'autres terrains, je reviens à Douarnenez, par exemple, le fait d'être parti voir ces gens dont on détruisait les habitats et cette population, voilà, vraiment dans la précarité, une très grande précarité, le fait d'aller voir ces gens et donc relayer cette information, dire bah oui, il y a 2000 personnes, 2000 Marocains qui vivent dans la forêt dans des conditions de précarité extrême. Rien que le fait de dire ça, ça dérange. Ce qui se passe, c'est qu'on va venir vous arrêter, quoi, au prétexte que vous n'avez pas d'autorisation, des choses comme ça. Alors que bon, la loi, on n'a pas besoin d'autorisation, on le sait. Mais quelqu'un qui n'est pas averti partira. Moi, c'est vrai que la première fois, lorsque j'ai été arrêtée, je suis partie en garde à vue, ça a duré 2-3 heures. La personne qui était en train de m'auditionner, elle n'arrêtait pas de prendre son téléphone pour me dire oui, bon, le parquet est saisi, tout ça. Moi, je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Et puis finalement, on m'a relâchée au bout de 3 heures.
La semaine suivante, les habitants de ce douar m'ont rappelé pour me dire « Bon, on va recommencer, on va se remobiliser parce qu'ils viennent encore détruire les maisons. » Donc je leur ai dit « Je vais revenir. » Et quand j'y suis allée, il y avait un des habitants de ce bidonville qui est venu me voir et qui m'a dit « Voilà, j'ai un message pour toi. Si tu ne pars pas maintenant, ils vont revenir te chercher et cette fois, ils te jetteront en prison. » Moi, j'avais consulté un avocat avant. Il m'avait dit « Est-ce que tu as signé un PV ?» J'ai dit « Non, je n'ai pas signé de PV. » Il m'a dit « Tout ça, en fait, c'est de l'intimidation parce que si tu n'as pas signé de PV, ça veut dire qu'il n'y a aucune suite. » Je suis restée, j'ai publié ce reportage et voilà. Voilà pour les pressions directes et, disons-le, assez classiques. Mais les autorités marocaines ont aussi développé des méthodes indirectes, plus subtiles et tout aussi efficaces. Asna Belmeki l'a vécu plusieurs fois. Elle appelle ça l'isolement social et économique. C'est un système qui va vous isoler socialement et économiquement. Je m'explique. C'est-à-dire que moi, j'ai perdu certains amis, par exemple. Enfin, je pensais que c'était des amis. J'avais un ami qui vit à Tanger et voilà, je considérais comme un frère qui a un business à Tanger. C'est un Français. Quand j'allais faire mes enquêtes à Tanger, j'étais souvent chez lui. Au bout d'un moment, il m'a fait comprendre que c'était plus possible, qu'il fallait que je parte parce que il avait reçu de la visite et qu'il avait un business, quoi. Il y a un temps, j'avais une location à Rabat. J'ai dû quitter cette location. C'est le propriétaire qui m'a demandé, il m'a dit « Écoute, tu peux plus rester ici ». Ça peut aller loin, quoi. C'est un système qui est très, très, très puissant et qui est très sournois, c'est-à-dire c'est quelque chose d'invisible. Invisible, sournois et pervers. Depuis quelques années, les journalistes un peu trop curieux sont aussi poursuivis pour des affaires de mœurs. Les histoires de mœurs, c'est intéressant parce qu'en fait, en salissant quelqu'un, en le poursuivant et en le condamnant pour proxénétisme, adultère, viol, déjà, c'est difficile d'avoir le soutien à l'international. C'est difficile de soutenir quelqu'un. Et puis, il y a aussi que dans la mentalité marocaine, c'est des choses qui heurtent et qui choquent, quoi. Bon, après, c'est vrai que c'est un sujet délicat dans le sens où moi, je veux pas remettre non plus la parole des victimes en doute parce que peut-être que des fois, il y a des histoires... donc, c'est compliqué, en fait. C'est un sujet compliqué, ouais. C'est un sujet compliqué. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'affaires de mœurs. Maintenant, c'est ça. C'est très à la mode, ouais. Pas facile donc de faire de l'enquête au Maroc. Pour y arriver, Asna Belmeki s'appuie sur 3 atouts. D'abord, elle bénéficie de la double nationalité franco-marocaine qui la protège. Au pire, elle risque l'expulsion. Ensuite, elle parle parfaitement l'arabe dialectal et n'a donc pas besoin de fixeur pour enquêter. Et enfin, c'est une femme, ce qui constitue à ses yeux un avantage indéniable. Quand j'étais dans ce village de Douarmika, que j'étais partie à la rencontre de la population, au bout d'une heure... donc il y a des gendarmes, le caïd, toute une armada qui sont venus me voir pour me dire voilà, qu'est-ce que vous faites ici ? Alors moi je leur ai dit je suis venue rencontrer cette population et ils m'ont dit tu n'as pas le droit d'être ici, il faut une autorisation. Ce qui est totalement faux, j'ai pas besoin d'autorisation pour aller rencontrer ces gens, quoi. J'ai senti que quand même la façon dont on m'a traitée, c'était d'une façon quand même, moins violente en tout cas, peut-être plus respectueuse que certains journalistes. Par exemple, il y a des hommes que je connais, des journalistes qui eux, par exemple, on peut faire preuve de violence, quoi, physique, je veux dire, à leur égard dans certaines situations. Même, par exemple, pour entrer dans certains milieux, puisque moi, je m'intéresse beaucoup à la migration, donc c'est des mondes très hermétiques, hein, c'est le monde de la migration clandestine. Et c'est vrai que le fait d'être une femme, l'impression que j'ai, c'est qu'on m'accorde peut-être plus de confiance. Il y a moins de défiance à mon égard, en fait. Être une femme ne suffit pas pour mener des enquêtes sur les sujets sensibles. Il faut aussi développer une sorte d'instinct, disons, policier, pour déjouer justement le dispositif de renseignement mis en place par la police. Au Maroc, la particularité, c'est que quand on va sur le terrain, il faut en fait être très prudent, quoi. Par exemple, dans le domaine de la migration, il y a toujours des gens dans le milieu des migrants, donc c'est des migrants aussi, mais qui travaillent pour la police. Ils sont là pour, d'une part, dénoncer les passages, les prochaines frappes, qu'on appelle ça des frappes, donc les gens qui tentent de traverser la barrière, par exemple, ou ceux qui vont prendre la mer, donc ils sont là pour ça. Mais ils sont là aussi pour, quand un journaliste arrive, pour essayer de l'orienter.
Et souvent, ces gens-là aussi, on les trouve dans les associations. Alors, je ne vais pas dire que toutes les associations au Maroc, par exemple, de migrants, il n'y a que ce genre d'individus, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup, quoi. Et dans le milieu, ces gens, on les appelle des nokas. C'est un traître, en fait, un noka. Ces gens-là sont payés par la police, ils ont un petit bac chiche, et au bout d'un moment, si ça devient des bons éléments, qu'ils ont dénoncé beaucoup de traversées ou de tentatives de franchissement des barrières, ces gens-là peuvent carrément se retrouver de l'autre côté. On peut les faire traverser, parce que tout ça, c'est un business, bien sûr. Asna Belmeki l'a vu, les équipes de journalistes étrangers qui débarquent au Maroc sont souvent prises en charge par les NOCA, ces fameux indicateurs de la police. En 2014, il y avait une équipe de France 24 qui était venue à Tanger suite au décès d'un migrant. Et en fait, ils étaient venus faire un reportage parce que depuis plusieurs semaines, il y avait eu beaucoup de violence donc, à l'encontre des migrants. Et lorsqu'ils sont venus, ils étaient en train de filmer dans le centre-ville de Tanger et la police est venue les interpeller. Alors qu'ils avaient une autorisation, parce qu'il faut une autorisation quand on vient avec une caméra. Donc, ils sont partis au poste et au poste, on leur a dit « Bon, ok, vous pouvez poursuivre votre travail, mais vous serez accompagné de quelqu'un. » Et cette personne, c'était un gars qu'on voyait tout le temps sur les réseaux sociaux. On le voit dans les associations. Enfin, cette personne, ce migrant, les a accompagnés. Et ils ont fini le reportage. Et en fait, moi, j'étais sur le terrain et j'ai fait le même reportage. Et j'ai vu, ils étaient passés à côté de l'info, en fait. Parce qu'ils étaient accompagnés de cet individu, quoi. Dans ce milieu, il y a des NOCA. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y en a partout. Quand il y avait les manifs du 20 février, il y avait des éléments comme ça, des personnes, des pseudo-militants, je vais dire, mais c'est une réalité, qui donnaient des témoignages. Et c'est des gens qui collaboraient avec la police. Se méfier de tout le monde, ne faire confiance à personne. Un tel environnement conduit souvent Asna à éprouver une grande solitude. Ouais, le Maroc, c'est pas un pays facile, quoi. C'est pas un pays évident. Parce que parfois, on se sent un peu seul. Moi, je prends l'exemple, j'avais été invitée à une conférence à Meknès, à l'université de Meknès. Donc, c'était lors de la journée internationale des réfugiés. J'étais venue pour parler d'une enquête que j'avais menée à Tanger. Il y avait essentiellement, c'était des universitaires qui étaient là. Et je me suis sentie vraiment très seule, quoi. On m'a fait comprendre qu'en fait, j'étais venue parler, alors que j'étais venue juste dire la vérité, quoi, d'expliquer comment cette enquête s'était déroulée. Et donc, j'avais apporté avec moi des sons de migrants et aussi des vidéos. Et donc, j'ai senti que ça avait heurté. Et le lendemain matin, au petit déjeuner à l'hôtel, avant que je parte, les gens n'avaient pas trop envie de me parler, quoi. Enfin, on m'a fait comprendre, quoi, que j'avais été trop loin. Dans ce contexte, Asna a-t-elle déjà été censurée par un média ? Non. Ça, non, mais parfois, je me suis auto-censurée. J'ai eu peur pour les personnes, déjà, qu'on les reconnaisse, et j'ai eu peur pour moi aussi. Là, il y a une certaine peur, quand même. Ouais, une certaine peur, c'est vrai. Rappelons-le, Asna Belmeki est une journaliste freelance. Elle dépend donc des commandes qui lui sont passées par les rédactions, ce qui n'est pas toujours une sinécure. C'est pas évident de vendre des papiers et des sujets à la France. Le Maroc se vend très mal. Alors quand je dis le Maroc se vend très mal, si on vend un papier sur les riads à Marrakech, les lieux où passer les vacances et tout ça, c'est une chose. Mais des sujets critiques, c'est très difficile à vendre. C'est franchement très difficile à vendre. Il y avait un journaliste, Jean-Pierre Tucois, qui était au Monde, au journal Le Monde, qui d'ailleurs faisait des super papiers. Il a été remercié. En tout cas, moi, je lis rarement des papiers qui évoquent la réalité du Maroc, quoi. Un temps, j'avais tenté, puis face au refus, ou même pas, il n'y avait même pas de réponse parfois, donc j'ai renoncé. Si je prends la Suisse, par exemple, c'est plus facile. Malgré les pressions, malgré la peur, malgré la solitude, Asna n'a qu'un seul conseil à donner à de jeunes collègues qui voudraient aussi faire de l'enquête. Je leur dirais, allez-y, quoi. Allez-y, foncez. Je pense que... c'est ça le journalisme, c'est l'enquête. C'est pas recracher de la dépêche ou réécrire de la dépêche ou... c'est allez-y, il faut oser, vraiment. Merci à la journaliste Asna Belmeki d'avoir participé à cet épisode du podcast Dans la peau d'une journaliste d'investigation en Afrique.
Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager dans votre entourage et sur les réseaux sociaux. Vous pourrez aussi retrouver les autres épisodes sur le site samsa-africa.com/podcast. Dans la peau d'une journaliste d'investigation en Afrique. Un podcast en 10 épisodes proposé par Samsa Africa qui accompagne celles et ceux qui racontent l'Afrique qui bouge. Un podcast produit avec le soutien d'Internews République démocratique du Congo. Journaliste David Servenet, réalisation, habillage et mixage, Pierre et Mathieu Chaffanjon de Majora Prod. Production, Julien Lebotte et Philippe Couve. Tous les épisodes de ce podcast sont à retrouver sur samsa-africa.com/podcast.